J'ai passé mon enfance à courir les bois, à chercher à être en contact avec la nature de proximité. Cette présence, ce contact, ça me nourrit, ça m'apaise, ça me rend heureux, tout simplement. Cette conscience et ce lien avec le vivant, pour moi, est extrêmement important. J'ai passé ma vie à chercher ce lien-là. Vivre en harmonie est une quête et un rêve qui habitent chacun d'entre nous. Bernard partage avec nous son voyage à travers la vie. Un voyage qui relie le monde végétal, animal et humain. On va faire une robe avec ça. Avec simplicité et sincérité, il nous ouvre la porte de son univers et nous fait découvrir sa manière singulière d'embrasser la vie. J'ai quand même eu la chance d'avoir un grand-père, c'était grand-père Paul. Tout le monde le considérait comme quelqu'un qui refusait le progrès, donc comme un arriéré entre guillemets, comme quelqu'un qui n'était pas de son temps. Il a été le dernier de son village à pratiquer les battages à l'ancienne. Tous les voisins, les amis se réunissaient pour faire les vendanges et ils passaient d'une ferme à l'autre. C'était dans le domaine du partage et de l'échange. Donc des échanges sociaux très riches. Et il s'est rendu compte que ce qu'on appelait le progrès technique, la technologie, allait tout foutre en l'air. Et il l'a refusé jusqu'à son dernier jour. Moi, j'étais tout gamin, j'avais 5-6 ans quand j'allais en vacances chez lui. J'ai vécu ça avec lui, grâce à lui, sans avoir du tout conscience de ce qu'il m'a apporté à ce moment-là. Et moi, j'ai toujours entendu mon père et mon grand-père dire que le métier de paysan, c'était un métier d'homme libre. Sans doute que la petite graine était déjà semée en moi. Et voilà, j'ai cultivé tout ça tout au long de ma vie. Je suis un grand défenseur de cette idée qui fait toute la richesse de la culture amérindienne. Cette idée qui dit qu'on appartient à un grand tout. Et que si on touche à ce grand tout, on touche à notre mère, à la matrice maternelle. Et si on fait mal à la terre, on se fait mal à soi. Je ne sais pas comment traduire la spiritualité qui peut me relier à la terre-mère, mais c'est ça. Il arrive petit à petit par une espèce de communion. Tu entres en contact avec la plante, tu lui parles d'âme à âme, de cœur à cœur, quoi. Et il n'y a pas besoin de mettre de mots dessus. Tu le ressens. Tu le ressens. Pour moi, l'autonomie, ça serait cette capacité qu'a l'individu à satisfaire ses principaux besoins de manière simple. On ne peut pas être autonome tout seul. Quand on s'inscrit dans une démarche d'autonomie, on se rend compte qu'on a besoin d'un réseau autour de soi. On a besoin d'une communauté. L'autonomie, c'est à de multiples degrés, donc on dépend toujours de quelque chose. En apprenant à tailler le silex, il faut quand même avoir du silex. On n'a pas du silex partout. Donc déjà à l'époque des hommes préhistoriques, de nos ancêtres, il y avait déjà des courants commerciaux, il y avait déjà des échanges qui leur permettaient de se procurer les outils qui permettaient de satisfaire leur quotidien. Plus on perd notre autonomie, comme c'est le cas aujourd'hui, mais plus on perd aussi notre liberté, tout simplement. Ça ne nous oblige pas à renier tout progrès technologique ou tout ça, mais on choisit sa voie, on choisit le degré de dépendance que l'on veut, le degré de liberté que l'on veut. En m'installant ici, je cherchais l'autonomie la plus complète possible, mais pas du tout l'autarcie. Je n'ai pas du tout cherché à me replier sur moi-même. Et je suis venu vivre ici un petit peu mon rêve de pionnier. L'Indien blanc était aussi un pionnier qui venait défricher sa terre et vivre différemment que ce que me laissaient présager les études agricoles. Parce que ces chemins sur lesquels voulait m'entraîner le système, ça j'en voulais pas, donc je l'ai refusé et j'ai réussi à vivre autre chose.
Le potager, c'est mon copain le plus vieux. Moi, je suis un peu un terrien. Je suis fils d'agriculteur, on a toujours cultivé tous nos légumes, donc j'ai besoin d'avoir un potager. C'est un outil vivant, d'autonomie et d'autosubsistance, fabuleux. De par les légumes qu'on y implante, mais aussi de par tous les végétales spontanés qui y poussent. Je privilégie le potager sauvage. Le végétal spontané a toute sa place dedans. Je ne cherche pas à l'éradiquer. Mais de temps en temps, il faut quand même que j'apprécie quand il y a des phénomènes de concurrence. La plupart du temps, c'est des synergies qui se mettent en place. C'est donc les plantes qui s'entraident et non pas qui se combattent ou qui cherchent à se nuire l'une aux autres. Le potager, c'est un truc fabuleux, ça te prend très peu de temps. C'est vivant. Moi, je pars un mois et demi, je reviens, tout est toujours là. Tant que je pourrais, je ferais du potager. Même si je devenais nomade, je crois que je transporterais un peu de potager. On a fait une année sabbatique avec la mère de mes enfants et mes enfants quand ils étaient petits en Espagne et au Portugal. Ça a duré 9 mois, un peu plus de 9 mois. À pied, à cheval et en vélo, on a fait un petit peu le tour de la péninsule ibérique. Les gens ont toujours peur que les enfants soient des empêcheurs de faire des choses. Pour moi, ça a toujours été des moteurs fabuleux. C'est plus des courroies de transmission. Les enfants m'ont toujours motivé pour faire ce voyage. Et c'est pour financer ces voyages que je me suis mis. Je faisais de la photo avant, mais que je me suis mis à l'écriture. Pendant 5 ans, moi, j'ai fait de l'auto-édition avant de monter ma maison d'édition pour éditer d'autres auteurs. Mais j'ai toujours encouragé les auteurs qui venaient me voir à choisir cette option-là s'ils s'en sentaient capables. J'ai écrit une vingtaine de compagnons végétales, donc c'est la collection de petites monographies qui a débuté avec l'ortie, le sureau, le pissenlit, etc., jusqu'à la gentiane, je crois, le dernier que j'ai écrit. Puis après, il y a une amie qui a continué. J'ai eu besoin, à un moment de ma vie, j'ai eu besoin de l'écriture pour valoriser le reste de mon activité, parce que j'ai pressenti et j'ai vu à quel point ça lui donnait effectivement une autre ampleur, une autre dimension. Ça m'a beaucoup servi à vivre mes rêves. Ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin dans ce que je faisais, dans ce que je proposais. C'était complémentaire du travail manuel et ça m'a permis de valoriser ce travail manuel, de le partager, parce que j'adore le partage. La transmission a toujours, pour moi, été quelque chose de très important. Dès l'âge de 20 ans, dès que j'ai appris des choses manuelles un petit peu originales et exceptionnelles et des savoirs qui se perdaient, j'ai eu envie de les partager. J'ai la chance d'être bien entouré, d'avoir toujours du monde qui passe à la maison avec cette envie d'apprendre des choses nouvelles et tout ça. Donc j'ai beaucoup d'occasions de partager et d'échanger, comme avec Manon. L'exemplarité, c'est une très bonne façon de transmettre des savoirs, mais aussi des attitudes. Les activités manuelles sont des activités qui permettent de bien se recentrer sur soi, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est. Et je pense qu'effectivement c'est important. Des activités comme la vannerie, c'est comme si je faisais du yoga. Ça me permet de prendre du recul sur ce que je fais, sur ce qui me motive le plus. Le parroir de sabotier, c'est un outil fabuleux.
Je rêvais d'un espace où je pourrais mettre en valeur tous ces outils que j'ai récoltés souvent, voire toujours des outils orphelins, abandonnés, à qui j'ai redonné de la vie et dont je me sers surtout, c'est ça qui est important. C'est surtout pas un musée en tout cas. C'est un atelier vivant dans lequel je viens réaliser soit des meubles, soit des paniers. C'est un atelier où j'essaie d'utiliser le moins possible d'outils qui marchent avec des énergies fossiles. Depuis 2 ans, là, j'installe des caméras de surveillance pour des terriers de blaireaux. Quand je sais le matin que je dois aller relever les cartes mémoire, la motivation est toujours beaucoup plus forte. Et quand je reviens de cette balade, j'ai un bien-être que je ne connais pas autrement. Quand en plus je regarde des images et que je vois un sage sauvage ou même un petit écureuil, c'est fabuleux, quoi. Il est vachement long. C'est garé de souris et de rage. Ça, non, c'est quoi? Je ressens une espèce d'extase très très profonde dès que je suis en contact avec un animal. Ça me fait toujours un coup au cœur. C'est quand même dans la nature que je me ressource le mieux, le plus. Je me ressource pas de la même manière en société. Et l'émerveillement, moi je connais que ça, quoi, pour développer ce sentiment qui est un sentiment hyper jouissif. Ça commence d'abord par l'observation. Il faut observer, voir. Plus j'observe les plantes, donc pour les comprendre, pour les dessiner, pour les photographier, systématiquement, je suis vraiment tombé complètement amoureux de ces plantes. Clairement, je ne les regarde plus de la même manière. On peut tomber amoureux d'une plante sans passer des heures et des mois à l'étudier, mais plus on le fait en tout cas, plus on comprend les choses, plus le lien est fort, plus l'attache est forte. Moi, j'ai jamais aimé lire. Par contre, je dévore les BD, des lectures de gamins, quoi, qui m'ont nourri quand même. Hein. Étant amoureux de BD, j'ai toujours lu Yakari ou Buddy Longway ou d'autres comme ça. Et puis j'ai toujours beaucoup aimé tout ce qui était embarcation primitive aussi. Quand on jouait aux cow-boys et aux Indiens avec mes petits cousins ou mes frères, j'étais toujours du côté des Indiens, jamais du côté des cow-boys. C'est un rêve de gamin de faire un canot en écorce de bouleau. Être capable de faire par soi-même un canot, ça me semblait irréaliste. J'ai trouvé quelqu'un qui a bien voulu me montrer comment réaliser un canot en écorce de bouleau, uniquement avec des outils manuels. On était au milieu des bois, pas d'électricité, pas de source d'énergie fossile. J'ai réalisé ce rêve de gamin. Et depuis, je navigue avec, tous les ans quand c'est possible. Je me sens un petit peu l'Indien blanc. J'ai découvert le Canada en 2006. Et j'aime bien aller dans un pays que je connais pour partager justement un petit peu plus de choses. Et je retourne au Canada et j'emmène du monde avec moi pour aller faire des petits séjours d'immersion sur des zones où ne vont que des canoës. Ça me permet de pénétrer dans le milieu, quoi, dans le territoire et de vraiment vivre des moments très, très forts. Les jeunes, moi je leur dis toujours non, faut oser, c'est sûr.
faut vraiment pas avoir peur de vivre autre chose que la voie toute tracée qu'on apprend à l'école. Moi, je les encourage à vivre leurs rêves, quoi. On peut vraiment faire des choix de vie qui sont les nôtres, quoi. Moi, je pense que si recette il y a, c'est la recette, sortir des sentiers battus, s'éloigner un petit peu du sentier tout tracé pour trouver son bonheur. Mais voilà, c'est sans doute plus facile à dire qu'à faire. Si j'ai trouvé le bonheur, ben je crois. Tu me demanderais de recommencer demain, je recommence demain. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on peut planter pour demain? Si je devais planter quelque chose, ben je planterais beaucoup de rire, beaucoup de sourire, beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur. On n'attache jamais assez d'importance au rire. Ça éviterait bien des dépressions. Et puis de l'espoir. Ben, si on rit, on aura de l'espoir. J'ai l'impression que beaucoup de choses vont découler de ça. De la légèreté à la vie. Arrêter de se prendre la tête avec des choses bassement matérielles. Voilà, planter des arbres à rire. Ouais, des haricots péteurs. C'est plus facile. Merci beaucoup d'avoir regardé notre petit film. À travers ces histoires inspirantes et pleines d'humanité, nous souhaitons témoigner d'un monde positif. Et pour produire et diffuser nos films de manière indépendante et préserver un message authentique, nous avons décidé de le faire par le biais du soutien communautaire. Vous pouvez à votre tour y contribuer et devenir co-créateur. Pour cela, nous vous donnons rendez-vous sur notre plateforme Tipeee. Un très grand merci à vous pour votre soutien. Merci beaucoup.